Sachez-le les gars, je suis hip-hop. Très vite au lycée, c'est toi-même qui pioches un peu ici et là et qui te crée ton propre style. Dans Street Dancer, t'avais envie d'avoir le même style que Claire, t'avais envie d'avoir le style de la meuf dans Cousin Skitter. Et moi, ce que j'aime trop, c'est que t'as fait des collabs, que ce soit avec Lacoste, New Balance, Ouais. mais on t'a vu aussi beaucoup avec Louis Vuitton, Jacques Mus. Et je pense que j'étais toujours un peu cette meuf un peu bizarre qui va piocher des éléments qu'elle aime bien dans les autres cultures et qui les rapporte dans sa propre culture. Ouais, ça t'est jamais arrivé d'accepter un truc et de pas te sentir légitime. Si je m'habille pas, j'ai peur aussi, tu vois, qu'on me prenne pas pour la femme et l'adulte que je suis, tu vois. Andy 4000, elle dit non à Chine. Ils ont pas proposé. Ils ont pas proposé. Mais elle dirait non. Hello les petits amigos, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous vous portez divinement bien. Moi ça va tranquille, ici Clemzer pour ce nouvel épisode du Pont entre les arts. Tout le temps, foufou. Cette scène-là, je la veux dans un film. Allez, il C'est allait bon. sortir mes larmes. Il y a des passages sublimes sur la solitude. C'est pas vrai, ouais. Aujourd'hui je reçois Andy 4000, DJ, curateur, animatrice, ambianceuse que vous avez pu retrouver dans tout le milieu parisien. Le principe du podcast est simple, j'invite des artistes pour parler d'un art qui n'est pas celui qu'ils pratiquent principalement. Comme le veut le concept, dans cet épisode on ne parle pas de musique mais de mode et son rapport à celle-ci. Bonne écoute. Andy 4000, bienvenue. Bah, merci beaucoup. Merci de m'accueillir dans ton studio, Clément. Ça fait plaisir. Tu peux m'appeler Clemzer. Clemzer. Tu peux m'appeler Excuse-moi, Clemzer. je me suis pas permise, mais ça me fait plaisir, Clemzer. Avec grand plaisir, ça fait plaisir de te voir. Là, tu as eu des petites actus en ce moment. Là. Aujourd'hui même, j'ai vu que tu as posté un petit post récap. Tu as fait Nouvelle École saison 4. Là, on t'a vu. Exactement. Ouais. Donc en vrai, ouais, ça m'arrive. En fait, j'attends souvent la fin de la saison pour pouvoir poster un peu, parce que j'ai peur de spoil aussi, parce que j'aime bien poster des insights, etc. Mais oui, nouvelle saison dans Nouvelle École. C'est la deuxième fois que t'es dedans. Deuxième saison dans laquelle j'apparais en prenant le relais après Cheetah, qui était sur la première et deuxième saison. Donc moi, j'apparais avec le nouveau jury qui était SDM et Aya. Et là, avec le battle de jury qui est SCH et SDM. Trop bien. Bah, ça, on va en reparler après un peu de ce côté musical. Mais Bien aujourd'hui, évidemment. on n'est pas là pour parler de musique directement. On est là pour parler d'un autre art que tu affectionnes tout particulièrement, c'est la mode. Exactement. C'est la mode. De toute façon, ceux qui regardent avec YouTube, ils peuvent voir que Andy 4000, c'est pas n'importe qui niveau mode. Mais Merci. moi, j'aime bien repartir aux bases. C'est-à-dire repartir au début. Toi, je sais que tu es parisienne, tu as Ouais. grandi dans un milieu parisien, mais est-ce que la mode, c'était présent depuis que tu es toute petite? C'était quoi tes premiers rapports à la mode? Est-ce que déjà à la maison, par les parents, ou c'est quelque chose qui est venu après? Alors, ouais, sans mentir, si je pouvais dire que ma première styliste, c'était ma mère, je ne l'aurais pas gardée très longtemps. Genre vraiment, c'est ma go sûre, mais parfois c'était douteux en termes d'association, de coupe et de couleur. Mais j'avoue que c'était audacieux pour les années 90. Voilà, moi je suis un bébé des années 90, je suis né en 93. Donc c'était audacieux. Après, je pense que mon style s'est affirmé au cours des années et plus autour du collège-lycée, où là, tu as vraiment envie d'appartenir à des groupes et du coup, tu t'habilles avec une certaine couleur, avec certaines marques, avec certaines coupes. Je pense que mon premier gros vêtement que j'appellerais mode, mais qui n'était pas vraiment mode, c'était une paire de chaussures, une paire de Jordan 11, je crois, c'était... alors, si soit c'est la 11, soit c'est la 12, c'est celle qui avait la forme d'éléphant, j'oublie tout le temps, c'est la numéro combien, bon, whatever, les puristes de Jordan, ne me tapez pas sur les doigts, mais c'est vrai que, en fait, elle m'avait été envoyée des États-Unis, et c'était une paire vraiment très carrée, et j'étais la seule à l'avoir à Paris en primaire. Okay. Donc en ça, primaire, carrément. Ouais, c'est en primaire. Donc là, j'étais un peu en mode, ok, je peux faire, avoir ma propre envie et ma propre ligne éditoriale de fringues made in Quinry. Donc en fait, à un moment donné, je demandais à ma tante, qui elle m'envoyait des baskets depuis les États-Unis, de m'envoyer juste des paires que je pouvais pas retrouver forcément au Foot Locker et à courir à Paris. Donc j'aimais bien avoir la même paire que les gens. Genre par exemple, je vais prendre une Air Force, mais moi j'aurais un coloris qui n'existait pas en France. Tu sais, c'est juste les achats qui sont différents et tout, etc. Mais du coup, c'était soutenu par ta mère quand même en primaire. Oui, après voilà, c'est soutenu par la famille dans le sens où les vêtements, c'est pas toi qui les achètes, mais si je vois comment ma mère m'habillait, j'étais en DPMP, hein. C'est pas ouf. Je pense que c'est vraiment à partir du collège où tu as envie de commencer à mettre du Comate, tu mets du Ja, tu mets du Sean Jones, tu mets... Après, ça, c'est déjà pointu, hein, parce que moi, franchement, quand j'étais au collège, c'est l'époque où, tu sais, juste il y avait les Victoria.
et les Ben Simon, et tu voulais juste avoir toutes les couleurs des Victoria. Oui, mais moi, ça arrive plus tard au collège, ça. Hein. Ah ouais Franchement, moi, alors, peut-être que on n'a pas les mêmes années. Je suis pas. Je suis pas loin, 96. Ouais, bah oui, écoute, c'est les la- années qui font le. Voilà, ça veut dire que toi, ta génération, en tout cas, les 96, normalement, on grandit avec American Apparel. Moi, quand American Apparel s'est instauré dans l'imaginaire collectif, je rentrais au début de lycée. Ok, ouais. C'est pour ça. Donc moi, au collège, vraiment, j'étais Sun Jones. On était encore avec les ballerines à fleurs brodées que t'achetais à Belleville. En vrai, on achetait tout à Belleville, hein, on va pas se mentir. Hein. La boutique, comment on appelle, pas Royal Wear, mais il y avait il y avait tout. Oh, il y avait là, je suis en train de me faire un revival de toutes les marques que je portais, un peu ghetto, mais qui étaient reliées à l'univers hip-hop et qui étaient ghetto pour un Parisien de porter ça parce que c'était franchement, normalement, t'allais acheter ça à Clignancourt. C'était les mecs de banlieue qui mettaient toutes ces marques-là en avant dans les clips et tout, etc. Quand t'étais parisienne, t'étais plus comptoir des cotonniers, normalement, Mach, Sandro, SMTP, etc. Mais peut-être pas au collège, mais à partir du lycée, oui. Ouais. Au collège, j'étais vraiment... j'étais Comate, Sean Jones. Enfin, j'essayais d'acheter tout ce qui ressemblait à un produit américain qui étaient les personnes avec qui je pouvais le plus relate, on va dire ça, dans l'imaginaire de la télé à l'ancienne. Ah ouais, donc c'était quand même, t'étais inspiré par des figures quand même Obligé, américaines. bien évidemment. C'était qui t'inspirait? Obligé. Je pense que c'est pas du tout original, hein, mais il y a une actrice et chanteuse qui s'appelle Alia qui a vraiment, bien évidemment, je pense, donné le ton à un moment donné sur comment s'habiller, un peu boyish, mais sexy en même temps. T'as eu des artistes comme Beyoncé dans les années 2000-2010, des Mariah Carey, des Ciara. Il y a aussi beaucoup de personnes qui intervenaient dans les BET, donc Black Entertainment Television, donc vraiment les Black TV shows, où t'avais envie de ressembler un peu à Raven Simon Raymond Simon dans Phenomen Raven. T'avais envie de ressembler à comment elle s'appelle, Claire dans Ma famille d'abord, ou quand elle joue dans You Got Served, qui est comment on appelle ça en français déjà, You Got Served, Street Dancer. Ok. Voilà. Dans Street Dancer, t'avais envie d'avoir le même style que Claire, t'avais envie d'avoir le style de la meuf dans Cousin Skitter. Enfin, moi en tout cas, mes rôles modèles dans la manière de vouloir m'habiller, c'était bien évidemment les personnes avec qui j'étais entouré, donc mes amis, ma famille, mais surtout les gens que je voyais à la télé qui représentaient quelque chose que moi, où j'avais l'impression que j'avais un lien, genre c'était très difficile de vouloir avoir la même représentation que la meuf dans H2O, tu vois. Ouais. Très clairement, c'est un peu plus... Et t'avais déjà le complexe. truc de... Parce que moi, en vrai, quand j'étais petit, genre, je voyais les pièces juste parce qu'elles sont, tu vois. Mais toi, t'avais déjà le truc d'associer ou juste t'aimais une pièce parce que... Je pense que j'aimais une pièce parce qu'elle était forte. Et avant, il y avait ce truc de quand une pièce était bien forte, tu pouvais porter que cette pièce-là. Et de toute façon, les gens, ils allaient regarder que ça. Ouais. Je pense que l'association, en tout cas dans ma perception de la mode, elle est arrivée un peu plus tard. Et vraiment, elle est arrivée fin collège, début lycée. Donc, entre ma 4e et ma seconde, mon style s'est un peu plus affirmé. J'ai commencé à porter ce qu'on appelait des chaussures de skater, alors que c'était juste des Vans. Genre, je faisais du cruising, je faisais du cruiser. Donc, genre, peut-être que j'étais pas loin de l'univers, mais en vrai, je faisais du cruiser en Converse. Ouais. Donc, porter des Vans, pour moi, c'était juste une affirmation parce que j'avais vu ça sur des émo-corps. Ouais, ok. Et je trouvais ça trop cool. Ils avaient des damiers. Personne voulait porter les Vans à damier. Quand tu mettais ça, on t'insultait. Et après, un jour, Lil Wayne, il est arrivé, il a commencé à porter des Vans et tout le monde a porté des Vans. Donc, tu sais, il y avait tout ce décalage un peu. Et je pense que j'étais toujours un peu dans cette meuf un peu bizarre qui va piocher des éléments qu'elle aime bien dans les autres cultures et qui les rapporte dans sa propre culture. C'est très hip-hop de faire ça. Ah ouais, de ouf. Enfin, je suis très hip-hop. Ah bah ça, de toute Kremzer. façon, Je suis très hip-hop. Voilà. façon, ça, Sachez-le, les gars, je suis hip-hop. franchement, c'est dur de retrouver plus de représentation hip-hop que toi, même encore aujourd'hui, dans ce que tu fais. Mais à l'époque, genre, comment dire? Parce que tu dis, justement, tu mettais des vannes, on t'insultait, machin. Toi, genre, t'affirmais au-delà des jugements que t'as pu avoir. Déjà, est-ce qu'on te jugeait? Ou est-ce que t'as grandi dans des groupes où, justement, c'était accepté, ou toi, t'as niqué les barrières un peu? Bien sûr que j'étais jugée par ceux qui comprenaient pas.
et aussi accepté par ceux qui étaient aussi décalés que moi. En fait, j'étais pas toute seule. Je pense que à Paris, et surtout moi j'ai grandi dans le 11e arrondissement, qui est un quartier assez populaire, mais qui croise vraiment beaucoup de milieux sociaux et économiques différents. Donc en fait, il y avait des gens qui avaient des économies, qui comprenaient là où est-ce que j'allais, et aussi qui avaient une sensibilité à la mode, qui comprenaient aussi où est-ce que j'allais quand j'étais décalé à acheter une Vans avec la tête de Che Guevara dessus, tu vois. Autant les mecs avec qui j'avais grandi au Square de la Roquette, ils me disaient, mais pourquoi tu mets des Vans en fait ça coûte autant qu'une paire de Air Force, achète une paire d'Air Force. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y avait cette dualité, mais c'est ce qui fait aussi ma force et ce qui fait aussi ma pluralité. Et ça t'a plugué un peu avec des personnes créatives aussi, j'imagine. Ouais, je pense que les personnes les plus créatives que j'ai gardées du collège-lycée sont des personnes qui, à l'heure actuelle, façonnent le monde parisien, en tout cas, de la culture, ouais, très clairement. Hein. Je pense à ma pote Garance Vallée, qui est set designer, architecte, avec qui on faisait beaucoup de danse. On a ridé les Nike Kit, les Free Your Funk, etc. À l'ancienne, on était les premières à aller à la Bellevilloise à 15h. Et on donnait nos meilleurs steps. Elle, sur le côté, elle était très liée à tout l'univers Fixie. Moi, je traînais à Bastille, je faisais un peu de cruising, donc ça traînait un peu avec les skateurs et tout, etc. Et à l'heure actuelle, c'est une personne que tu revois énormément dans le paysage parisien. Je pourrais t'en citer d'autres, mais bon, je reste sur Garance Vallée parce que si je me trompe, si les gens sont au chômage maintenant, j'ai pas envie de me mettre dans la sauce. J'espère qu'on la recevra dans le Point entre les uns. Let's go! Ça pourrait être intéressant. De ouf. Les premières inspirations que tu as eues, du coup, c'était des personnes de séries, de chansons et tout. Et à un moment, toi, tu te lances dans la musique. Donc, toi, tu as ce rôle très vite. D'ailleurs, moi, avant toute chose, j'ai repassé tout ton Insta. Ouais, oh waouh. J'ai repassé tout ton moi, Insta je suis pas allée jusqu'à là-bas. pour préparer l'interview en 2023. Bon, c'est incroyable parce qu'il y a une vidéo de toi qui va faire un festival et tu dis j'ai trop hâte de faire écouter Théodora. C'est une jeune artiste du 9-3, machin. Et je ramène en live une jeune artiste du 9-3. Et ça me fait plaisir parce que la banlieue ne s'invite rarement à Paris, encore moins dans le Marais. Du coup, on aura Théodora qui a fait un morceau qui est incroyable. Le paradis se trouve dans le 9-3. Les gens, les poumons qui s'abîment, 10 balles le paquet, c'est trop cher. RDV, marché Saint-Denis. Ça sent trop le vécu, mais ici y a pas de paradis. Dans ma partie, c'est de laisser la place à certains créatifs qui ont. Putain, mais l'avant-gardiste. Et en vrai, parce que toi, tu te définis aussi comme curator, plus même que DJ en vrai, où toi tu n'es pas forcément dans le scratch, dans la performance de DJ machin, mais où tu vas être dans l'envie de partager des trucs que les gens connaissent pas. Et ça, c'est le meilleur exemple. En vrai. Oui, waouh. Tu dois être fier. D'honneur. Oui, effectivement. Alors oui, j'ai envie de dire que c'est le meilleur exemple contemporain. Donc là, par rapport à l'instant T, mais j'ai eu de la chance de faire de la curation. Avec mon émission à Rennes, l'En-Direct Show, j'ai eu la chance de faire de la curation et de proposer d'interviewer beaucoup d'artistes différents. Et en fait, ça a été la curation de toutes les musiques que j'écoutais, qui m'intéressaient, etc. J'ai eu la chance de recevoir Crystal Murray, qui est maintenant une actrice française mais qui se développe en Angleterre et qui se développe bien en Angleterre. J'ai eu la chance de recevoir JMKS, qui est un rappeur de Marseille qui s'est développé, qui a arrêté sa carrière, qui va reprendre, qui à mon avis est très prometteur, qui a des bonnes sonorités. Je pense que je suis une des premières à parler à la matinale de Megan Thee Stallion. Je suis la première à parler à Rins, et on est à Rins, hein, c'est un contexte fermé, un peu élitiste, très électronique et tout, malgré que ça soit fondamentalement des gens qui adorent la musique hip-hop en vrai, dont en fait la création de la radio vient du détournement du mouvement grime, et donc du coup de mecs qui rappent sur des instrumentales à 140 BPM. Donc en fait voilà, moi j'arrive à Rins, j'essaie de casser un peu aussi tout ce qui est connu dans leur imaginaire de curation, d'invitation, de personnes qui mettent de représentativité en fait. Et j'ai eu la chance d'inviter plein d'autres personnes qui sont maintenant au top de leur forme. Genre, je pense que j'ai fait une des premières interviews de Sound, j'ai fait une des premières interviews de Carla Genius et de Sixtion, j'ai fait une des premières interviews de Ben C, qui est un jeune rappeur de Marseille. En fait, j'aime bien aussi avoir confiance en ma musicalité et du coup donner la parole aux personnes. Et j'ai fait ça pendant 1 an avec l'En-Direct Show. Donc, c'est là où je me place en tant que curatrice. Après, moi, mon métier de DJ, je suis vraiment une DJ. Hein.
Je suis pas performative, donc je suis pas une DJ qui va couper ses sons toutes les 30 secondes et qui va pas vous laisser avoir le temps de respirer. Mais c'est une discipline dans le DJing. Je suis pas une DJ scratch, mais je sais scratcher. C'est juste que j'ai pas du tout envie de scratcher parce que je scratch pas aussi bien que les personnes qui m'ont appris à scratcher. Donc je vais pas venir casser les oreilles des gens. Il y en a, ça leur dérange pas de venir faire ça pendant la soirée. Tu fais ce que tu sais faire le mieux. Exactement. Moi, je suis là pour proposer du blend et j'ai été dans l'école du blend et c'est une école qui est... Le blend, c'est quoi pour Le blend, c'est le mélange, c'est un morceau A avec un morceau B et ça crée un morceau C. C'est une vraie transition en fait. Genre, c'est le mélange de deux morceaux où tu as l'impression que ça fait un morceau. Et tu sais pas quand est-ce que le morceau A il s'arrête et quand est-ce que le B il commence. Voilà. Donc l'école du blend, elle a été, je pense, promue par beaucoup de DJ, mais surtout des DJ dans l'électro en fait, qui eux mettent, tu sais, ils sont dans des fade-in, fade-out très, tu sais, c'est très traditionnel. On est vraiment sur un mix-match des deux. Ça joue vraiment au BPM près, etc. C'est très précis. Et moi, cette précision, c'est ce que j'apprécie en fait. Et c'est ce qui me permet de faire le pont aussi entre les genres dans la musique et de passer de 80 à 60 BPM ou 150. C'est un truc limite mathématique en fait. Ça l'est, mais c'est des maths, hein. Tout est mathématique de toute façon, malheureusement. Malheureusement. Mais oui, voilà, donc curation, DJ, pas performative, mais là pour enjailler, à l'écoute de son public, je pense que c'est le plus important. Mais ce truc de mélanger le blend, comme tu l'appelles, donc mélanger morceau A, morceau B, mais ça c'est un truc aussi que t'avais avec la mode au final. Exactement. Bah oui. Et que t'as très vite, parce que là j'imagine que tu disais que t'as beaucoup d'influences de personnalités que tu regardes, mais après très vite au lycée, c'est toi-même qui pioche un peu ici et là et qui te crée ton propre style. Ouais, et ça passe aussi par le fait que je voyage énormément. Très très jeune, ma mère me laisse, parce que j'ai des bonnes notes, que je suis une élève studieuse, voyager et aller rejoindre mes cousins, cousines qui ont décidé de déserter la France et qui habitent maintenant soit en Angleterre, soit aux États-Unis. Et en fait, en allant en Angleterre, je me prends une énorme claque. J'ai 11 ans, je crois, 11-12 ans, je vais en Angleterre, je me prends une énorme claque vestimentairement parlant, mais aussi musicalement parlant. C'est-à-dire que c'est des mecs qui ont créé 7 genres de musique différents. Alors, autant te dire que le nombre de mélanges que tu peux voir et de styles incongrus, mais aussi qui font la particularité d'un style londonien. Et qui sont pas choquants. En plus. Qui pour un Parisien est choquant, mais en fait, c'est pas choquant du tout. Genre, c'est juste, faut pas t'arrêter au côté décalé. Je pense qu'à Paris, les gens sont très conformes et jouent avec des couleurs, un code couleur très limité, bleu, vert, gris, noir. On tourne autour de ça. Après, un peu d'orange, bordeaux, de temps à autre. Un peu de couleur en été, mais pas tant que ça non plus. Donc voilà, il y a un pattern de couleurs qui revient souvent. En Angleterre, ça va dans tous les sens. Dans la musique comme dans la mode. Et du coup, moi, je reviens de toutes ces claques londoniennes et j'essaye de les appliquer. En plus, je me rappelle, la première fois que je vais à Londres, à l'ancienne, c'était les Converse avec des flammes qui étaient à la mode. Tu te rappelles de cette Converse à la flamme? Et moi, j'avais ramené celle avec les flammes violettes. Et je croyais que j'avais pété le score. Parce que tout le monde avait la flamme bleue, là, flamme rouge, là. Moi, j'avais la flamme violette. Et en fait, la flamme violette, c'est la flamme la plus forte en chimie. Personne ne le sait, mais moi, j'avais l'impression d'être, du coup, la meuf la plus forte de l'école à l'époque, tu vois. Mais après, chez les chimistes, tu faisais un tabac. Aussi, voilà. Mais j'étais fort en SVT. Hein. J'étais fort en sciences, hein, même si j'ai fait ES. En vrai. Mais j'étais forte en sciences. Donc, en vrai, ouais, je voulais juste flex un peu sur mes protes qui pensaient qu'ils étaient cool avec leur flamme orange, mais moi j'étais là en mode bah non, mais moi j'ai la flamme violette, je suis plus cool que vous. Et en même temps personne n'était en mode bah ouais, mais moi j'arrive pas à la pécho cette paire. Et moi j'étais un peu exclusive, ça vient des UK. J'aimais bien avoir cette petite pièce que personne n'allait forcément avoir, où si tu l'as, on est 2-3 quoi, on n'est pas forcément ça, le côté un peu exclusif. Et toi, quand parce que ce truc là d'exclusivité, tu l'as un peu... t'as fait beaucoup de collabs, en vrai, aujourd'hui. Ouais. Genre, c'est arrivé petit à petit dans ta carrière. Et moi, ce que j'aime trop, c'est que tu as fait des collabs, que ce soit avec Lacoste, New Balance. Ouais. Mais on t'a vu aussi beaucoup avec Louis Vuitton, Jacques Mus. Ouais. En vrai, même au niveau des univers, donc autant du streetwear classique, même si à chaque fois, c'est sur des paires un peu originales et des collabs particulières, et comme de la haute couture. Et même, tu soutiens aussi des designers qui débutent comme Guerras Fatim. Ouais, Guerras Fatim. Ouais. Est-ce que tu conscientises ce fait-là d'appartenir à tous ces mondes? Est-ce que c'est important pour toi de ne pas t'enfermer dans l'un, tu vois? Est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête? Ouais. Oui, c'est effectivement.
Genre, je pense que j'ai jamais voulu être enfermé dans une case parce que c'est très, je trouve, encore une fois, même plus que français, très humain de caser les gens et de généraliser et dire ouais, toi tu fais partie de ce monde-là, toi tu fais partie de ce monde-là. Et j'aime bien les crossovers en fait, j'aime bien la rencontre de ces mondes-là. Et je pense que la rencontre avec Louis Vuitton s'est faite aussi avec le changement de direction artistique, l'envie aussi d'aller sur quelque chose de nouveau en termes de musicalité, de ce qu'on pouvait proposer entre ce que proposait Benji B avec Virgil Abloh, et ce que peut proposer du coup Thomas Roussel avec Pharrell, c'est totalement différent. Et je pense que je m'inscrivais aussi dans la ligne éditoriale de ce renouveau. Pour ce qui est de Jacquemus, ça s'est fait très 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 naturellement. J'ai eu la chance de pouvoir jouer en compagnie de mon ami et aussi agent Piu Piu à un anniversaire, et après ça a été peut-être une évidence pour lui de pouvoir continuer à collaborer avec moi, et j'en suis vraiment reconnaissant parce que grâce à lui j'ai rencontré d'autres personnes avec qui j'ai pu collaborer par la suite. Donc ça a vraiment été je sais pas, j'ai l'impression que toutes les étapes de ma vie sont des tremplins pour arriver à des mondes qui sont pas forcément corrélés, mais qui en vrai trouvent en moi le liant. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? T'arrives toujours à te sentir à ta place. Voilà, en fait, à aucun moment, quand je travaille avec Lacoste, je me dis, mais c'est pas normal que je sois là, en fait. Ouais. Tu vois, genre, limite, je suis avec Lacoste, je suis en mode, mais oui, c'est normal que je sois là, les gars, non ? Attendez, comment ça, c'est... Alors, si tu l'invites lui, c'est archi normal que je sois là maintenant, parce que pour le coup, moi, genre, j'ai suivi le tennis. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, je suis pas là parce que non, j'adore ce que vous faites, j'adore ce que vous rodez. Pour te dire, j'ai essayé de travailler chez Lacoste en alternance. En vente quand j'étais en BTS. Après, je l'ai fait à Nixon, c'était très bien aussi. Mais c'est pour te dire qu'en fait, toutes les personnes avec qui je collabore ont intimement, moi aussi, impacté ma manière de voir les choses. Autant dans la mode avec... on connaît tout l'imaginaire qui est derrière Lacoste. New Balance, je pense que c'est iconique d'avoir des personnes en France qui puissent être des représentations de ce que les valeurs de New Balance, c'est beaucoup d'authenticité, simplicité, quelque chose qui est en phase avec son temps. Je pense que sur le moment et sur l'instant T, et je pense toujours, je vais faire une autre collab, que je représentais ça, tu vois. On sait pas, on se place, mais en vrai, non. Mais je pense que sur l'instant T, je représentais ces valeurs dans ce que je pouvais provide dans le monde parisien, dans le monde de la musique et dans la culture en général. Et ça a été le cas, même pour ma dernière collaboration que j'avais faite, c'était avec Rebook, où il me demandait d'être un peu plus proche des gens, enfin de faire un shoot très proche de moi. Donc j'ai fait toute la production du shoot, j'ai pris que des personnes avec qui je travaille depuis longtemps, mais surtout des amis. Et ça a été intéressant de voir le rendu totalement différent de moi, le talent que j'étais parisien, avec le talent de Lille ou de Belgique ou de Hollande qui on a proposé des contenus totalement différents, mais qui sont en valeur et en phase avec les personnes qu'on est. En vrai, je me travestis pas. Si ça me parle pas, je vais pas le faire. Ah ouais. Bah oui, c'est bizarre en fait. Ouais, ça t'est jamais arrivé d'accepter un truc et de pas te sentir légitime. Ça, c'est toujours important pour toi. Ça m'est arrivé. Et c'est important d'en parler. Ça m'est arrivé, effectivement. Je me sentais pas légitime, mais effectivement, c'était assez tendancieux d'accepter, et j'ai accepté au final et j'y suis allée. C'est pas une fierté non plus, mais on va dire que... désolé, l'appât du gain. C'était pour prévenir la France de Macron. et du coup, oui, je l'ai fait effectivement pour les sous, mais parce que c'était une très belle opportunité avec un line-up qui était assez conséquent, et j'ai travaillé pour AliExpress quand même. Ouais. Donc, je suis pas fière d'avoir travaillé pour AliExpress. Je me rappelle que ça avait fait une petite polémique, que beaucoup de personnes m'avaient dit que ça allait être un backlash sur ma carrière, que les gens allaient m'en tenir rigueur. Merci de pas l'avoir fait, parce que ça ne me définit pas du tout. Mais effectivement, le line-up était beau, quand même. Vladimir Cauchemar, on avait, je crois, il y avait Soso Manès, on avait Madré dessus. Si je me trompe pas, il y avait aussi Bob Sinclair.
Excusez-moi, mais en vrai, moi, Andy 4000, jeune parisienne, jeune DJ, pas plus performative que ça au final. Dans le blend qui est sur le même line-up que Sosomanes, Madré, dont je joue les morceaux, Bob Sinclair, Légende, et Vladimir Cauchemar. Ça reste Vladimir Cauchemar. Ouais. Je suis en mode, ok, pourquoi je vais dire non en fait? Pour moi, c'est aussi une opportunité. Il y avait aussi Mara sur cette date. Pour moi, c'est une opportunité de rencontrer des gens avant même de prendre l'argent. C'est de moi aussi m'inscrire dans le fait que, hey, allô, je suis une actrice de ce mouvement, de ces mouvements différents, et vous allez me voir en fait. Ouais. C'est pour se positionner, parfois. Mais aujourd'hui encore, maintenant, ça t'a servi aujourd'hui à mieux réfléchir comment tu as accepté. Exactement. Est-ce que si AliExpress arrive aujourd'hui avec... est-ce que je dirais oui? Peut-être pas. Ouais. Est-ce que Chine vient de me voir, je dirais non, tu vois, genre. Je peux me permettre maintenant. Peut-être qu'avant, je pouvais pas me le permettre parce que j'étais pas encore bien établi, je pense, dans l'imaginaire collectif, que ce soit de la mode ou de la musique, tu vois. Ouais. Bah, tu vois, Léna Situation, elle a fait une interview pour dire qu'elle avait dit non à Shein. On Ouais. le dit aussi. Let's go. Andy 4000, elle dit non à Shein. Ils ont pas proposé. Ils ont pas proposé. Mais elle dirait non. Elle dirait non, ouais. Ouais, elle dirait non. Ça, c'est sûr. Elle dirait non. Putain, trop bien. Trop marrant qu'elle s'il me propose. Après, je suis là, je le fais. Je rigole, je vais le faire. Ils vont te proposer juste pour le challenge. Ouais, genre, je pense. C'est un grave moyen en plus. Toi, en vrai, malgré le fait que tu sois DJ et que du coup tu produises pas ta propre musique, Ouais. tu produis. Ton image, elle est quand même importante. Parce que je pense que depuis. Enfin, déjà, c'est ma question. Est-ce que c'est depuis le début que tu fais attention et que tu conscientises que la manière dont tu t'habilles pour un set, ça impacte l'image qu'on peut avoir de toi? Est-ce que c'est un truc que tu avais dès le début? Non. Ou c'est un truc qui est arrivé plus tard? Comment c'est arrivé? C'est un truc qui est arrivé un peu plus tard. Ouais. Je pense que déjà, je suis parisienne. Il faut que les gens ils comprennent que sortir de chez moi, je peux pas, à part si on est dimanche et que je suis fracasse, ça sera toujours, et même là, c'est réfléchi. Le jogging, la paire de lunettes, mes cheveux en arrière, c'est réfléchi un minimum, même si c'est inconscient. Parce que on sait jamais sur qui on va tomber dans cette ville. Tu ne sais pas, c'est trop petit, c'est un village. Tu te dis que t'es caché dans ton 13e et paf, tu croises Pedro Winter au Beau Gobelin. Non, tu vois ce que je veux dire? Tu ne sais pas qui est-ce que tu vas croiser, donc il y a toujours un peu un effort de s'apprêter. Ça, c'est intrinsèque, je pense, à ma personnalité, Okay. de toujours être bien soigné, parce que malheureusement, ton apparence va être la première chose que les gens vont juger chez toi. Et à cause de ça, ils vont te classer. Avant même, la Avant musique même que tu de joues. savoir comment tu t'appelles, est-ce que tu t'exprimes bien, t'es intelligente, tu fais de la musique ou pas. Si les gens vont te catégoriser. Si je m'habille tout en noir et que je traîne à côté des mecs de la sécurité, il y a moyen qu'on me prenne pour une meuf de la prod. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est tout à fait normal. Je suis tout en noir. Ils sont tout le temps tout en noir. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très très important. Je pense que par contre, j'ai développé mon esthétisme en corrélation avec la personne que je suis en train de devenir. C'est-à-dire que j'ai commencé à mixer, j'en avais 22, 23. Et quand je dis j'ai commencé, c'est j'ai commencé à être établi dans le monde parisien, j'en avais 22, 23. Là, je vais en avoir 33. Mon style de vestimentaire, il a évolué. Je pense que j'ai toujours été dans quelque chose d'assez discret, mais très chic, très classe. En tout cas, c'est ce que je m'efforce à proposer derrière les platines, ne serait-ce que quand je travaille avec ma styliste, Charlotte Jaffrin, qui est incroyable, à qui je donne beaucoup de directives ou d'indications. Et après, elle comprend tout à fait là où est-ce que j'ai envie d'aller. C'est pour ça que c'est un bonheur de travailler avec elle, parce que c'est assez simple. Il y a toujours ce truc de vouloir être un minimum correct, même si voilà, je vais peut-être mettre un décolleté ce soir, alors qu'avant j'allais limite en pyjama à mes DJ sets. Au tout début, ouais, je prenais pas conscience de l'impact que pouvait avoir mon code vestimentaire derrière les platines. C'est, je pense, à partir du moment où j'ai commencé à plus mixer dans des
des lieux comme le Bourbon, le Rouge, où là, de toute façon, en fait, les clubs un peu distingués, où si t'es pas bien habillé, déjà, tu rentres pas. Mais Donc, parce qu'on te l'a dit ou de toi-même, tu t'es dit... mais parce que j'ai déjà vu des DJ se faire recaler parce qu'ils étaient mal habillés, alors que c'est les DJ. C'est quand même fou, quand même. Genre, t'es DJ, t'es pas obligé de être bien habillé, mais en fait, comme le mec ne connaît pas ton visage, il pense que t'es un client, et donc t'arrives et tu te fais recal, et t'es en mode, tu peux pas te rendre recal, parce que c'est moi qui joue dans 1 heure, quoi. Donc, c'est un peu la problématique. Et puis après tu soignes ton esthétisme, parce qu'encore une fois, moi, je grandis, je deviens une femme de plus en plus, voilà. Donc, j'ai envie que j'ai pas je fais pas mon âge visuellement, facialement. Si je m'habille pas, j'ai peur aussi, tu vois, qu'on me prenne pas pour la femme et l'adulte que je suis, tu vois. Ça m'est déjà arrivé. C'est intéressant. Ça aussi. C'est intéressant parce que c'est vrai que moi, pour le coup, j'ai plus eu des retours où ça fait plaisir quand on te prend un peu pour plus jeune. Oui, alors oui, bien évidemment, si une meuf de 24 ans me dit que on dirait que t'as 26, I love it, tu vois. Mais aussi, avoir trop une tête de gamine, ça fait qu'il y a certaines personnes qui ont ton âge, avec qui tu collabores, te prennent pour une gamine. Et moi, en fait, il y a des mots, des tons qui vont pas au-dessus d'autres. Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire bully par des personnes qui sont plus jeunes que moi, en fait. Et après, je les regarde, je dis, mais toi, t'as quel âge, toi, en fait? Parce que tu me parles, on dirait, ouais, j'ai 29 ans, je suis mes meufs, mais j'ai 32 ans, en fait. Genre, tu vas te calmer. Genre, moi, dans mon pays et dans ma culture, ça s'appelle le droit de naissance. Tu parles pas mal à la personne qui est née avant toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, calma. Et c'est aussi ça que j'essaie de peaufiner. Genre, je grandis, donc il faut que mon style il évolue aussi. Je peux pas m'habiller comme quand j'avais 15 ans. À un moment donné, c'est beau, mais j'ai pas envie de rester stuck dans ma jeunesse. Ça me fait pas du mal de vieillir. Même tu dis que t'as une styliste, mais ça c'est aussi arrivé. Ça arrive à quel moment? Parce que ça arrivait tard par contre. Je fais à la fleuf, je flex et tout. Avant, j'avais pas de styliste. Mais ma styliste, elle est arrivée avec mes agents images. Qui sont arrivés dans ma vie il y a bientôt 5-6 ans, en vrai. Ça fait la diff d'avoir une styliste? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Elle a capté qui tu es et elle retranscrit bien. Exactement. Quand tu te dis, j'aurais pu choisir cette tenue aussi. Mais regarde les styles qu'elle m'envoie à la nouvelle école, s'il te plaît. Alors, et c'est dommage, vous voyez pas le bottom, vous voyez même pas le bas, c'est trop dommage. Genre, si vous voyez le bottom, parce que là vous voyez le upper body, vous voyez que le haut, parce qu'après le reste c'est les platines, mais si vous voyez le bottom, genre franchement, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'elle comprend, elle associe, elle fait pas trop de fautes et elle me fait aussi sortir parfois de ta zone de confort, de mes zones de confort, ouais, de fou, et elle le fait bien, donc ça va, c'est cool. Peut-être qu'il m'a mis en lapin Kenzo à la soirée méta, genre. Tu sais? Et j'avais, moi, je pense, un des meilleurs déguisements, genre, très simple. J'étais tout en Kenzo, mais que en t'aurais vrai, pas fait. Voilà, un truc que j'aurais jamais fait, mettre une horloge à la Flavor Flav autour de mon cou, mais c'était trop cool. C'est incroyable. Là, je voulais parler d'un dernier truc, parce que nous, c'est vrai qu'on est un peu limité sur le temps aujourd'hui, mais moi, il y a un truc que j'aime trop, c'est que pendant le confinement, alors, à chaque fois, je commence par j'aime trop, mais en vrai, c'est cool de pouvoir inviter des invités qu'on aime bien le travail. Mais t'as droit d'aimer trop aussi. Pendant le confinement, tu avais fait des lives, des sets où il y avait une artiste qui peignait en même temps. Ouais. Qui s'appelait Loli Darko, important. Loli Darko, très très forte. Là récemment, en septembre, tu as lancé avec U-Square des sets où, par exemple, le premier set, c'était. Le set, c'est en même temps qu'il y a des personnes qui dansent. Le premier, c'était avec de la musique classique. Ouais. Et toi, tu dis aussi dans des interviews que tu puises ton inspiration beaucoup dans d'autres arts, notamment dans la danse aussi. Exact. À quel point, pour toi, c'est indissociable de croiser les genres dans ton art, tu vois? Parce que pour moi, tu es une figure représentative à fond du pont entre les arts. Ouais. En ce sens, quel plaisir tu prends à le faire aussi? Pour moi, c'est normal de faire ça parce que je suis un peu une touche à tout. J'ai fait 8 ans de danse, c'est ma première introduction au hip-hop, et je te parle du mouvement. J'ai tagué, je traînais avec des gros graffeurs de Paris, d'anciennes et de nouvelles générations. Donc, je rencontre Loli, elle me peint. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a un truc de waouh, la meuf elle me peint, et je lui dis mais t'es qui toi? Mais parce que en fait j'adore ce qu'elle fait avec de moi, en fait, de mon portrait. Puis on commence à intimement collaborer et ça devient mon amie, et elle fait du détournement qui est incroyable. Elle a commencé à faire pas mal de mon identité graphique, elle s'en est occupée pas mal par rapport à mes flyers. Donc c'est une personne qui intervient énormément, et j'ai
aimé mettre le côté peinture, art en avant au lieu de passer par un graphiste numérique basique, tu vois. Et en fait, c'est quelque chose aussi qu'elle avait fait avec d'autres artistes auparavant. Je sais qu'elle a fait la pochette de l'album de Oli, de Big Flo et Oli. Ok, ouais. Elle en a fait un. Elle a fait la pochette d'album de Coyote Joe Bastard. Elle en a fait une pour Homies et Aaron Piper. Donc elle est bien installée. Elle a fait un truc pour Ulpi. Dernièrement, elle était à Londres pour faire le pont entre la photo, la peinture et la musique, donc la grime en soi. Donc c'est très important pour moi de pouvoir avoir mon pied dedans sans dénaturer le propos de la personne et sans non plus être dans l'appropriation culturelle, mais dans l'appréciation culturelle. Ouais. Quand je fais le projet U Square avec mon pote, parce que c'est pas mon projet U Square, hein, c'est le projet de mon pote Yagouz qui est derrière l'identité, l'imagerie de Payanotis, il me semble. Donc ils travaillent souvent ensemble. Yagouz me propose ce projet et je dis oui direct. Déjà, tu me mets en défi de mixer de la musique classique. C'est un défi pour moi, c'est un challenge. C'est pas de la musique qui est dans mon imaginaire et qui est encore moins dans l'imaginaire collectif de ma communauté. Donc c'est pas quelque chose avec laquelle je suis très familière, mais c'est quelque chose que j'apprécie énormément parce que j'ai eu la chance d'être invitée à l'opéra et tout, etc. Donc j'ai déjà eu un peu mon pied dedans via certains potes à moi. Et il me dit, il y aura des danseurs. Et là je me dis, mec, je vais pas dire encore plus oui, parce que moi j'adore la danse. Donc avoir des danseurs et en plus des danseurs de l'opéra, sachant que moi, j'ai la chance d'être pote avec Guillaume Diop. Genre limite au début, je pensais que Guillaume il allait être là. Après, bien évidemment, les autres danseurs, faut pas les négliger, des talents bruts. Et j'ai espoir que certains finissent étoiles dans pas longtemps, vraiment, très clairement. Ah ouais, il y a du haut niveau derrière moi dans cette vidéo. Faut pas rigoler. Donc en vrai, non, faire ce pont entre les arts, pour moi, c'est totalement normal, c'est intuitif parce que moi-même, en fait, je m'y intéresse. Et en fait, c'est comme dans la musique, tu vois, passer du hip-hop à la baile, pourquoi ? Mais parce qu'en fait, il y a une corrélation entre le hip-hop et la baile funk. Donc pourquoi je pourrais pas passer un morceau de NTM et en faire une transition avec un morceau de baile alors que dans la baile, les mecs, ils rappent. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, voilà, tous ces ponts entre la musique que j'arrive à le trouver, je vais le trouver avec les arts. Et je pense que c'est tout à fait normal. Dans le cinéma, t'as autant de modes que de musique, que d'imagerie. T'as l'imagerie, t'as des plans, donc des plans séquences, ça pourrait être des peintures en fait. Ouais. J'ai l'impression que tout est corrélé tout le temps en fait. Incroyable. Donc, si je peux faire la corrélation entre tous, tant mieux. Si je peux être ce couteau suisse un peu qui relie tout le monde, tant mieux. Si je suis cette actrice-là pour les yeux des gens, tant mieux aussi. En tout cas, moi, je le fais inconsciemment. Je le fais juste parce que ça me plaît. Si les gens s'y reconnaissent et veulent en veulent plus, n'hésitez pas à me le dire et à me faire des retours, en vrai. Toi, t'es le petit truc de poivre qu'on se passe pour mettre du goût dans tous nos plats, quoi. Ah ouais, le poivre, c'est pas la meilleure épice que t'aurais pu trouver. Hein. Mais oui, je suis cette pensée de sel, on va dire. Voilà, c'est pas la meilleure non plus, t'inquiète pas. Tu es l'épice qu'on se passe pour assaisonner tous les plats et les rendre meilleurs. Exactement, voilà. Je suis cet arôme magique. Incroyable. Incroyable. Malheureusement, on arrive sur la fin de l'épisode. Normalement, ce qu'on fait à chaque fin d'épisode, c'est un top 5. Top 5 des pièces, des maisons qui t'ont le plus marqué. Rebonjour les amis, là c'est le Clemzer du montage. En fait, on avait pris un petit peu de retard sur le tournage, du coup, on n'a pas eu le temps de faire le top 5. Donc, Andy me l'a envoyé par vocal juste après. Donc là, voilà, je vous le mets là. Profitez bien. Alors, top 5, mon achat de ma paire de Prada. C'était un peu... mon premier achat luxe, et c'est totalement en référence avec le morceau de Paire de Prada de Alpha One, totalement. En top 4, on a ma doudoune Off-White
qui est sorti en 2022, je crois, qui est un objet que j'affectionne énormément puisque c'est un gifting de la part de l'événement d'Off-White, donc de très loin de Virgil Abloh, mais c'est surtout un beau clin d'œil à toutes les fois où j'ai eu la chance de pouvoir assister au défilé Off-White qui ont totalement révolutionné en vrai ma perception de la scénographie qui était faite par des potes à WAM et en vrai grâce à ça j'ai pu comprendre l'importance du set design dans la mode. Ensuite, mon top 3, bien évidemment, on est sur faire la musique sur le premier défilé Blue Marble, qui pour moi était une opportunité de ouf. Je connaissais pas Anthony, c'était son ancien assistant qui m'avait mis sur le projet. Et c'était assez ouf parce qu'on passait d'univers musical totalement différent. On se terminait avec It's All About the Benjamins. Un peu, tu vois, genre un clin d'œil, je pense, à Blue Marble, en tout cas au nom de la marque. Et je trouvais ça super cool. En tout cas, après, la marque a pris un essor de fou. En fait, j'aurais jamais cru être, en vrai, en y repensant, la première personne qui a fait la musique à leur défilé. Mixé à la Colombe d'Or pour l'after de Jacques Mus qui faisait son défilé à Saint-Paul-de-Vence dans la fondation Maeg. Et avoir la chance de pouvoir jouer Amicado de Kalash en toute première pendant cet événement. C'était juste incroyable. On s'est grave bien amusé. J'ai eu la chance de faire danser des célébrités que j'imaginais même pas en fait rencontrer. Hein. Comme, je sais pas s'il y avait Julia Roberts, quand même pas. Mais je sais qu'il y avait Charlotte de Sex and the City. J'ai oublié le nom de l'actrice. Et ça, c'était un peu iconique. Vraiment. Et bien évidemment, top 1, le défilé de Pharrell sur le Pont Neuf. Incroyable. À la base, je devais être en standing. J'ai eu la chance d'être en sitting et en front row aux côtés de Pedro Winter, en face de Anna Wintour, Quavo, LeBron James et j'en passe. C'était totalement sur ce Pont Neuf, un musée Grévin en vie. Et après, j'ai eu la chance de mixer au Kong pour l'after avec, encore une fois, une ribambelle de personnalités que je pensais même pas un jour pouvoir rencontrer et qui ont embrassé mes DJ sets à la perfection. Donc voilà. Ça, c'est un peu mon top 5 moments mode, mais vraiment tout le temps, en vrai, un peu relié à la musique. Là, on arrive sur la fin de l'épisode, Andy. J'espère que tu as passé un bon moment. C'était super incroyable. rapide. Et j'espère qu'on refera un épisode 2, comme ça. Let's go. Où on se mettra 4 heures Let's sans go. limite. Let's go. Pour pouvoir développer encore plus. Mais avant de finir, je voulais qu'on repasse un peu ton actu parce qu'elle est riche en ce moment. Tu vas un peu dans tous les sens. Donc, recentralisons un peu les infos. Let's go. Là, du coup, apparition dans la saison 4 de Nouvelle École. Incroyable. Yes. Ça, c'est le gros truc que j'ai vu. Ouais. Après, tu as des événements prévus un peu. Un peu d'événements. En cette fin d'année, je suis assez calme. Moi, je suis en tournée avec un artiste. Donc, normalement, on fait la fin de la tournée des SMAC avec cet artiste. Je suis surtout en train de préparer 2026-2027 qui vont être des années cardio. Je reprends, alors je peux spoiler ça déjà, mais je te l'ai spoilé tout à l'heure. Je vais reprendre une émission chez Rins dès janvier 2026 où je vais réinviter la plupart des invités que j'ai eus il y a 3 ans dans l'Indirect Show pour faire un peu un 3 ans plus tard, comme si c'était un documentaire. Mais je vais aussi inviter les nouvelles pépites que j'ai découvertes en 2025-2026, à mon avis. Je vais continuer à travailler avec DC's. On va continuer à travailler, je pense, tout le côté scène, mais aussi côté studio et tout, etc. Je pense que je vais faire un peu plus de musique l'année prochaine. Donc, j'ai peut-être des projets qui vont sortir. Je n'en dis pas plus parce que j'ai pas envie de me porter l'œil. Et en tournage en ce moment pour la nouvelle saison de Nouvelle École. Donc encore voilà. Putain, Ça arrive en grande pompe, comme mes chaussures. Et voilà. Ça c'est les petites actus pour l'instant et cette fin d'année très calme. Mais avant la tempête. Ouais, voilà, c'est le calme avant la tempête parce qu'il y a eu une grosse tempête juste avant et là on se recentre, on ressent les énergies et début 2026 ça repart sur des chapeaux de roue. Trop bien. De toute façon, la meilleure manière de suivre un peu ce que tu fais, tu peux regarder la caméra, mettre ton doigt, je vais mettre ton Instagram. Où Là, c'est là. Ouais.
Là, tu mets ton petit doigt comme ça. Young Andy 4K. Juste, Et là, voilà, vous suivez ça sur Instagram. Elle est très active. Oh, oui, ça, c'est pour le monteur, ça. il est dans la merde. N'hésitez pas à la suivre. Franchement, j'aime trop. J'ai vraiment commencé toutes mes phrases par j'aime trop. Mais, Merci. très belle DA sur Instagram. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de te recevoir. Merci Clemzer, Et j'ai- c'est trop cool. Un petit rituel aussi à la fin. Ouais. Tu peux regarder face caméra. Je vais te faire 1, 2, 3. Tu Ok. fais bisous. Tu le fais comme tu veux. 1, 2, 3. Bisous.